Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous allons aborder aussi aujourd'hui donc la question de la mondialisation et des flux de la mondialisation. Comment expliquer ce phénomène de la mondialisation? D'abord, il faut se souvenir de quelques points et quelques principes généraux, c'est-à-dire que il y a une part croissante des échanges financiers. Ça, c'est un premier point. Un second point, il y a des acteurs à l'influence très inégale. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est que la triade représente trois quarts du PIB mondial et qu'elle dépend moins pour son commerce du reste du monde que le reste du monde dépend de la triade. Enfin, le Sud, les pays du Sud sont faiblement intégrés au commerce mondial et dépendent du Nord pour leurs échanges. Quelles sont les conditions qui ont favorisé le développement de cette mondialisation? C'est d'abord, il faut se souvenir, un rappel de première avec les trois économies mondes, l'économie monde anglaise, l'économie monde américaine et l'économie monde multipolaire, celle que l'on connaît aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut retenir au moins deux causes ou deux conditions qui ont favorisé le développement de la mondialisation. Première cause, c'est la révolution des transports, le transport notamment maritime et le transport aérien. Avec les progrès technologiques, on a pu transporter plus loin, plus vite. Le résultat, c'est une baisse drastique des coûts du transport qui facilite et qui rend possible les IDE et les délocalisations, puisque le coût du transport rentrera pour une part négligeable dans le coût final et dans le prix de vente des produits. Deuxième élément, c'est la diffusion du capitalisme et dans une grande partie du libéralisme. La libéralisation des échanges depuis 1945, c'est un lien avec le cours sur euh, gouverner l'économie, la gouvernance économique mondiale, est un élément fondamental. Les accords du GATT et puis l'organisation de l'OMC sont un moteur, un relais de la mondialisation. Tout d'abord, donc, la mobilité humaine. Les flux humains reflètent les inégalités du monde, les inégalités démographiques, les inégalités de richesse ou les inégalités devant la guerre. Le nombre de personnes vivant en dehors de leur pays d'origine est passé de 175 millions en 2003 à 232 millions en 2013. Alors pourquoi migre-t-on? On migre pour des raisons économiques, on migre aussi pour des raisons politiques, on parlera alors de réfugiés, mais on se déplace aussi pour des questions familiales ou pour des raisons éducatives. Un déplacement particulier, ce sont les touristes. Le tourisme en 2011 représentait 990 millions de personnes et les recettes du tourisme atteignaient 1,6 milliard de dollars, soit 6% des exportations mondiales. La France est le premier pays touristique du monde en termes d'accueil, c'est-à-dire qu'elle accueillait à peu près 80 millions de touristes, mais elle n'est qu'à la troisième place des recettes, loin derrière, les États-Unis ou la Chine. Donc on l'a dit, le nombre de migrants est de plus de 230 millions de personnes dans le monde. Le plan économique constitue l'essentiel de ce total. Moins de 10% en effet des migrants sont des réfugiés. Les migrations pour des raisons économiques reflètent les inégalités de développement, certes, nord-sud, mais il y a aussi des migrations économiques du sud vers le sud et des migrations économiques du nord vers le nord, ce qu'on appelle le drain brain, la fuite des cerveaux. Les migrations sont à la fois un atout et une faiblesse. Un exemple d'atout, elle permet de dynamiser une population active vieillissante dans les pays du Nord, et une faiblesse, il faut euh, intégrer les nouveaux arrivants dans la communauté nationale. Les flux de marchandises. Le commerce mondial s'est considérablement développé depuis le milieu du XXe siècle. Le volume de marchandises en 2011 était de plus de 18 000 milliards de dollars. La structure des échanges laisse
une part majoritaire aux produits manufacturés, devant les produits agricoles et les produits énergétiques. Cependant, ceux-ci, s'ils semblent minoritaires en valeur et en volume, ils sont d'une importance stratégique capitale. La part de l'Asie-Pacifique dans le flux de marchandises s'accroît, et en particulier celui de la Chine, pays atelier, et de l'Inde, pays émergent. Les flux de services connaissent aussi un essor spectaculaire depuis les années 60, démontrant à la fois une tertiarisation et une urbanisation, et l'internationalisation et la dématérialisation du monde. Ces flux sont dominés de plus en plus par quelques firmes transnationales, Microsoft, Google, Apple, et des groupes bancaires comme ING Group, Bank of America ou BNP Paribas. Les échanges de services représentent 1/5 du commerce mondial. Cette croissance s'explique par le développement des transports, du tourisme, mais des services financiers et des technologies de communication, ainsi que des services culturels, les loisirs. Les flux de capitaux se développent depuis les années 80, on l'a vu, avec la montée de l'ultralibéralisme aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Les IDE se concentrent en premier lieu sur les PID, les pays industrialisés et développés, puis sur les PED. On recherche des avantages comparatifs. Les flux d'information sont aussi importants. L'information est devenue à la fois un facteur de puissance, un enjeu et un facteur de stratégie ou de production. Son importance augmente encore avec la révolution électronique. Cette importance entraîne la création d'empires du multimédia, comme Time Warner ou Disney. Les flux de capitaux prouvent l'expansion des firmes transnationales, mais aussi de la déréglementation et du développement des techniques d'information et de communication. Le monde financier est devenu un espace unique où quelques places boursières, Sydney, Tokyo, Shanghai, Londres, New York, se relaient pour assurer une cotation quasi permanente. La mondialisation boursière entraîne aussi le développement d'une mondialisation de la spéculation. Tous les jours, plus d'1 millier de milliards de dollars sont échangés.